Professeur Perron, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Bonjour, professeur. Bonjour. On reçoit quelques mois après la sortie de votre livre qui a cartonné. Y a-t-il eu une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Vous avez été surpris par ce succès? Oui, j'étais surpris, bien sûr, mais ce qui m'affole aujourd'hui, c'est que j'avais listé un nombre d'erreurs pensant qu'ils avaient tout commis, mais il y a encore des erreurs qu'ils continuent de commettre. J'ai de quoi écrire un deuxième tome, et c'est ça qui m'affole. Lesquelles? Quelles sont les erreurs commises en ce moment? Aujourd'hui, nous faire croire que l'épidémie progresse partout dans le monde alors que c'est faux, que l'épidémie régresse, que le virus a perdu de sa virulence, que la mortalité dans le monde entier est en train de baisser. En France, on est passé à moins de 10 décès par jour. On a eu un petit pic à un peu moins de 20 décès ces dernières semaines parce que tout le monde s'était rebrassé dans la population avec les vacances, mais ça repart à la baisse. Il y a quelques cas hospitalisés, c'est clair, j'en ai dans mon service, mais ils sont des cas moins sévères qu'il y a 3-4 mois. Donc on voit que le virus perd de sa virulence. Alors maintenant, la plupart des cas qu'on voit, c'est des sujets jeunes en bonne santé qui ont très peu de symptômes. Il y a toujours quelques personnes très âgées qui font des formes un peu sévères, mais moins sévères qu'avant. Il y a encore quelques passages en réanimation, ça c'est vrai, mais à moins de 10 décès par jour en France, c'est pas plus que n'importe quel virus respiratoire chaque année. Et là, on est en train de confiner tous les Français. C'est pas un vrai confinement avoué, mais on peut plus sortir dans la rue sans un masque. Moi, je suis venu sur mon scooter avec mon casque intégral. Il fallait presque que j'ai le masque sous le casque intégral. On est en plein délire. C'est un délire, c'est un délire. Ah, pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas par qui? Par Big Pharma, je pense, et puis aussi les politiciens peut-être intéressent qu'il n'y ait plus de rassemblements dans la rue au mois de septembre-octobre, alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées, parce que là, la police va pouvoir réprimer tout rassemblement. On l'a vu ces derniers jours. Tout ça est instrumentalisé. Vous vous rendez compte que le ministre a annoncé qu'il allait faire 1 million de tests par semaine, mais c'est du grand délire, parce que les tests PCR ont 3% de faux positifs. C'est des données scientifiques, ça a toujours été le cas avec les PCR. Donc quand vous testez 1 million de personnes qui ne demandent rien, s'ils demandent parce qu'ils font la queue, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils n'ont pas de symptômes, vous allez trouver 3000 soi-disant malades qui ne sont pas du tout malades, qui sont des faux positifs. Et le gouvernement va se réjouir en disant, regardez, l'épidémie continue. On va vous vendre un vaccin qui aujourd'hui, ils ont quand même investi des milliards là-dedans. Et quand je dis ils, c'est toute l'Union européenne et certains pays riches qui ont investi des milliards. Et les fabricants de vaccins, c'est que les 5 fabricants sont déjà partagés les 7 milliards d'individus de la planète pour se partager le marché. Ils veulent des centaines de milliards de retours sur investissement. Donc, la logique globale, c'est de vous faire peur, de vous dire l'épidémie est toujours là, attention, ça tue. Alors ça tue, oui, ça tue de temps en temps des personnes fragiles qu'on pourrait traiter à l'hydroxychloroquine, mais on préfère pas les traiter. Mais il y a moins de 10 décès aujourd'hui en France par jour. Vous défendez encore l'hydroxychloroquine? Mais bien sûr, mais l'hydroxychloroquine, c'est archi prouvé. L'étude qui est sortie récemment, la soi-disant méta-analyse, c'est un scandale, parce que quand on regarde, ils ont pris 800 études publiées, ils en ont retenu 29, ils ont éliminé toutes les études qui les arrangeaient pas. Et quand on regarde, c'est des étudiants qui ont fait ça, c'est des étudiants en thèse, dont un interne de médecine qui est l'élève de Yazdan Pana, qui est un interne de Bichat, qui travaille actuellement à l'Imperial College. Et l'Imperial College a été financé par Bill Gates pour dire que la pandémie allait être catastrophique et d'avoir 500 000 morts en Grande-Bretagne. Et dans l'article, c'est une faute grave. Dans l'article, c'est marqué conflit d'intérêt, pas de conflit d'intérêt personnel ou institutionnel. C'est même pas mentionné qu'un des auteurs travaille à l'Imperial College. Donc là, c'est très grave. Parce que les gens aient des conflits d'intérêts, que ça favorise des bénéfices financiers, à la limite, je dirais, bon, c'est comme ça a toujours été, c'est pas trop grave. Mais là, il y a des morts en jeu. Quand vous voyez l'étude frauduleuse du Lancet de M. Mera, qui a publié ça il y a quelque temps, si vous regardez, ça a été publié, toutes les statistiques du monde entier, plein de pays qui prescrivaient de façon massive l'hydroxychloroquine, la mortalité est en train de baisser, ils avaient d'excellentes statistiques. Quand les médecins de ces pays ont lu l'article du Lancet, qui était une revue très prestigieuse, ils ont dit, finalement on se trompe, ils ont arrêté de prescrire pendant plusieurs semaines. On a vu un pic de mortalité dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde, l'effet Mera, Lancet. C'est-à-dire que la publication du Lancet a été responsable d'un nombre incalculable de morts dans le monde entier. Donc c'est très grave. On ne peut pas jouer comme ça avec la vie. Il faudra que ces gens-là, un jour, rendent compte devant l'humanité, parce qu'il s'est passé des choses extrêmement graves. Mais pardonnez-moi, mais par exemple, quand vous aviez dit sur la maladie de Lyme, parce que vous êtes un spécialiste de ces questions-là, que ça avait été créé en laboratoire par un ancien nazi, est-ce que vous n'avez pas l'impression de verser quand même souvent dans des thèses un peu complotistes? Pas du tout, et je suis fier d'être
complotiste dans ce cas-là, parce qu'il y a un livre qui a été publié par Madame Chris Newby de l'université de Stanford, qui a eu les archives de Willy Burgdorfer et qui décrit dans son livre, parce qu'elle a eu les archives du laboratoire, parce que Willy Burgdorfer, avant de mourir, il avait eu des remords à la fin de sa carrière, ne voulait pas que toutes ces archives soient brûlées. Elle l'a publié. Et je vous rappelle que la Chambre des représentants des États-Unis, l'année dernière, a demandé au Pentagone de rendre des comptes là-dessus. Donc il y a des choses publiées, scientifiques. C'est pas moi qui invente toutes ces histoires. Et je voulais revenir sur la chloroquine. Vous avez dit toutes les études maintenant montrent que ça marche pas. C'est totalement faux. C'est l'inverse. Regardez les études au Bangladesh, les études en Italie, les études à New York. Sur des milliers de patients, ça marche à 95-98% dans certains cas. Les études qui disent que ça marche pas, c'est la fameuse analyse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une étude bidon, où ils ont écarté toutes les études qui marchaient pour dire que ça marchait pas. Et c'est des études sous influence. Et on en aura encore, je suis pas inquiet. Il y a encore un petit peu de circulation du virus, mais les sujets jeunes qui font la maladie, je préfère qu'ils se contaminent entre eux, qu'ils soient immunisés. Après, il faut protéger les personnes fragiles. Je dis pas qu'il n'y a plus rien du tout. Mais vous imaginez un prof dans une classe avec ses élèves, à partir des préadolescents et des adolescents, porter le masque tous les jours non-stop pendant des heures, alors qu'ils vont aller jouer après dans la cour de récré, ils vont se toucher. Si jamais il y avait un virus dans la classe, ils vont se contaminer en touchant des objets. Ça n'a pour moi strictement aucun sens. Il faut que soit à l'école, soit à l'entreprise, on dise toute personne qui a le rhume, la grippe, un peu de fièvre, une consigne très forte, restez chez vous, faites-vous tester, là c'est logique. Et puis, éventuellement, s'il y a un cas positif, on détecte autour des cas, mais on fait ça de façon ciblée, pas de façon généralisée comme ça. Il y a des médecins qui ont demandé le port du masque dès l'âge de 6 ans. Moi, je ne vois pas la justification scientifique à tout ça. Ça me paraît aberrant. Et on fera les comptes dans quelques temps. Et est-ce que les changements climatiques et la fonte du permafrost, c'est demain pour l'humanité des vrais risques, d'autres saloperies qui traînent? Peut-être, je suis pas sûr que ce virus soit lié forcément aux problèmes écologiques, mais c'est peut-être raison sur d'autres microbes qui vont peut-être profiter de la situation. Mais pour l'instant, vous savez, dans toute l'histoire des épidémies, je ne parle pas des virus, des bactéries qui sont habituées à l'homme depuis des décennies où ils ne bougent pas trop. Mais quand vous avez un virus tout neuf qui attaque la population mondiale, comme c'était le cas, c'est un virus nouveau, il est toujours très méchant au début et après il baisse de virulence. On a eu la même chose quand la syphilis est tombée en Europe il y a quelques siècles. La syphilis, à l'époque, tuait les gens. Ça a décimé une partie de... Après, la syphilis est devenue une maladie chronique qui n'a plus tué, sauf très tardivement. Et ça, c'est une constante. Il faut peut-être être prudent dans les espaces clos, qu'on garde encore, dans certains cas, des mesures de précaution. Je suis d'accord, mais à l'air libre, franchement, je vois pas l'intérêt. Moi, je vois des gens là qui se promènent tout seuls sur la plage, ils sont verbalisés parce que... Ils n'ont pas de masque. C'est complètement délirant, ça. Mais pourquoi il y a cette peur? C'est la peur de quoi? De se faire attaquer en justice derrière? C'est d'où ça là, c'est une peur qui est organisée, je vous disais, à mon avis, pour des raisons politiques et puis de profit de l'industrie. Économique derrière. Économique, bien sûr. C'est-à-dire que le vaccin, des laboratoires pharmaceutiques. Regardez, l'Union européenne a quand même investi des milliards dans le vaccin. Donc l'Union européenne, elle n'investit pas comme ça. Enfin, le vaccin, on l'a toujours pas trouvé. Est-ce qu'on trouvera un jour? Et est-ce qu'il faudra le rendre obligatoire? Parce qu'il y aura un débat là-dessus. Là, ce serait, à mon avis, totalement déraisonnable de rendre obligatoire un vaccin pour un virus qui ne tue plus. Il y a eu dans le passé des vaccinations obligatoires comme pour la variole, mais la variole tuait 30% des gens, 33% des gens. C'était un taux de mortalité considérable. Donc c'était peut-être justifié à ce moment-là. Moi, s'il y avait 30% de mortalité en population générale, y compris chez les jeunes, je serais peut-être le premier à dire qu'il faut un vaccin obligatoire, mais on n'est pas du tout dans ces conditions. Parce que moi, ça me rend fou de voir toute cette désinformation permanente. Mais bon, il y a des pressions énormes partout. Et moi, je résiste à la pression. Et je suis fier de dire aujourd'hui que j'ai toujours pas de conflit d'intérêt parce que j'aimerais que mes collègues qui passent à la télé tous les jours, en arrivant sur le plateau, disent voilà mes conflits d'intérêt. Ils le font jamais. C'est bizarre parce que normalement, c'était dans la charte de bonne conduite et d'éthique. Merci, professeur Perron. C'est une bonne proposition. On pourrait demander, en tant que journaliste, au professeur pour quel laboratoire il travaille. Les vérités du professeur Perron dans les GG. Merci, professeur. Bon retour à l'hôpital. On vous attend, j'en suis sûr.